France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 23, deuxième partie, la pratique. Cours en 10 degrés théorie et pratique, degré 9, volet 1. Formation magique de l'esprit, 9. Au degré 7, j'ai traité le problème de la voyance dans le chapitre Formation magique de l'âme. À ce degré, je veux encore une fois l'examiner à la loupe convenablement. Les diverses méthodes pour l'acquisition de cette faculté qui furent éditées jusqu'à nos jours n'apportèrent à personne le résultat escompté. Même des personnes particulièrement douées pour la voyance n'ont à présenter que des résultats partiels qui habituellement se perdent tôt ou tard. Mais le plus souvent ces personnes sont affligées de diverses maladies, comme la faiblesse de la vue, les maladies nerveuses, etc. La cause principale d'une altération de la santé est à attribuer à ce que la voyance acquise n'est pas la conséquence du développement mental et astral, mais à ce qu'elle fut amenée de force, elle est par conséquent unilatérale et donc pathologique. Une mise en pratique de chacune de ces méthodes mène sans exception à une paralysie morbide d'un élément, contraire à la nature, par quoi une hypersensibilité d'un organe sensoriel se manifeste. Il n'est pas exclu que par cette hypersensibilité des impressions sensorielles puissent être ensuite obtenues des mondes mental et astral, mais toutes ces perceptions dépendent des dons spirituels du praticien, de sa maturité et enfin aussi de son karma. La paralysie d'un élément se divise en 4 groupes principaux, à savoir. Groupe 1. La paralysie de l'élément feu. À ce groupe appartiennent toutes les expériences de voyance qui sont réalisées par l'observation concentrée, comme la cristallomancie, l'observation concentrée d'un point, d'une surface luisante, d'encre noire, de café noir, d'un miroir, etc. Groupe 2. La paralysie de l'élément air. Dans celui-ci sont rangées toutes les expériences de voyance qui sont réalisées au moyen de fumigations, de l'inspiration de vapeurs narcotiques, de gaz, etc. Groupe 3. La paralysie de l'élément eau. Celle-ci est amenée par l'absorption de narcotiques et d'alcaloïdes, comme l'opium, le hashish, le soma, le peyote, la mescaline, qui sont conduits dans les vaisseaux sanguins par l'appareil digestif. Groupe 4. La paralysie de l'élémentaire. Celle-ci est réalisée par toutes les pratiques qui produisent une scission ou un dérangement de la conscience, par exemple, les danses, le balancement de la partie supérieure du corps, les tournements de tête, l'épellation pédestre. Toutes les visions morbides et involontaires des malades mentaux, en outre tous les cas pathologiques qui sont dus à la frayeur, à la colère, à l'épuisement, appartiennent aussi à ce groupe. Il y aurait beaucoup à dire sur la diversité de ces exercices, sur leurs dangers et leurs inconvénients. Toutefois, cette brève description devrait être suffisante au vrai mage. Il est évident que la paralysie d'un élément n'apporte pas que des dommages à la santé, particulièrement quand de tels exercices sont longtemps pratiqués et lorsqu'ils sont devenus une habitude, mais qu'elle arrête aussi le développement de l'esprit. Le sceptique a la possibilité de se convaincre par ces 4 groupes principaux de l'existence des forces supérieures, mais s'il ne se domine pas et ne maîtrise les éléments, il succombe facilement aux attraits des forces inférieures. Et quand on leur a une fois cédé, il est très difficile de se ressaisir. Seul un mage exercé, qui a une volonté ferme, qui maîtrise les éléments et qui développe les sens astraux par les exercices des différents degrés, peut se permettre impunément une paralysie ou une mise hors circuit temporaire d'un élément sans courir le risque de subir un dommage quelconque dans son corps, son âme et son esprit. Le véritable mage rétablit par ces exercices dans son corps, son âme et son esprit l'équilibre des éléments. A. Aussi les résultats de sa pratique de la voyance sont-ils satisfaisants, car il n'expérimente pas, mais travaille consciemment avec les facultés acquises, qui sont les conséquences de sa formation spirituelle et psychique. La pratique de la voyance avec des miroirs magiques. Il y a 2 sortes de miroirs magiques, à savoir les optiques qui sont fabriqués soit avec un verre plan ou un verre concave et pourvus sur un côté d'un amalgame d'argent ou d'une laque noire. Le miroir concave est laqué sur le côté extérieur et l'intérieur, donc le concave est net et brillant.
On range les boules de cristal parmi les miroirs optiques. En outre, les miroirs métalliques plans ou concaves dont la surface est pourvue d'un liquide coloré ou noir. La surface d'une eau calme peut aussi servir de miroir optique. À la deuxième sorte de miroir magique appartiennent ceux qui sont dotés de condensateurs fluidiques, au sujet desquels j'ai déjà écrit. Le mage doit avant tout savoir que le miroir n'assure pas seul le succès en la magie du miroir, mais les facultés astrales et mentales éduquées par les exercices préalables. Le mage ne verra donc en n'importe quelle espèce de miroir magique qu'un moyen, autrement dit un instrument. Cela ne veut pas dire qu'un mage ne pourrait pas aussi travailler sans miroir, mais puisque tant de possibilités d'emploi se présentent avec un miroir magique, le mage s'en servira toujours volontiers. Un mage qui a pratiqué sérieusement les exercices de ce cours graduel ne s'assiera pas simplement en face d'un miroir magique et il évitera de fatiguer ses nerfs optiques par l'observation concentrée. Il travaille autrement, donc correctement de façon magique. Avant de décrire en détail divers pratiques, j'indique quelques exemples où un miroir magique rend de bons services. 1. Pour tous les travaux d'imagination qui exigent des exercices optiques. 2. Pour toutes les charges de force, de fluide, etc. 3. Comme porte d'entrée de toutes les zones désirées. 4. Comme moyen de communication avec des personnes vivantes ou décédées. 5. Comme moyen pour établir un contact avec des forces, des entités, etc. 6. Comme instrument pour les imprégnations d'espace, les traitements des maladies, etc. 7. Comme moyen d'influence sur soi-même et sur d'autres personnes. 8. Comme émetteur et récepteur magique. 9. Comme instrument de protection contre des influences nuisibles et désagréables. 10. Comme instrument de projection de toutes les forces et images désirées. 11. Comme instrument de voyance. 12. Comme moyen pour l'investigation du présent, du passé et de l'avenir. Étant donné que le miroir magique est un instrument universel, toutes les possibilités ne sauraient être indiquées. Le mage intuitif assortira lui-même d'autres pratiques en se fondant sur ces 12 exemples. Vous êtes assis dans la position asana devant votre miroir à une distance d'environ 2 mètres. Pour cet exercice, l'éclairage ne joue aucun rôle. À présent, entraînez-vous à des exercices d'imagination en vous représentant, au début à la surface du miroir, des objets l'un après l'autre que vous devez voir, les yeux ouverts, avec autant de netteté et de clarté que s'il était réellement présent. Étant donné qu'entre-temps vous êtes devenu maître de l'imagination, cet exercice préliminaire ne vous causera aucune espèce de difficulté. Vous maintenez quelques minutes la représentation de l'objet et vous la faites ensuite disparaître par l'imagination. Si la représentation d'objet devait néanmoins vous donner des difficultés, vous pouvez préalablement effectuer des exercices d'imagination avec des couleurs, avant de passer à d'autres objets. Étant donné, comme nous l'avons déjà noté, que la faculté de représentation optique est analogue à l'élément feu, les mages qui maîtrisent bien l'élément igné auront aussi les meilleurs résultats par la magie des miroirs. Après la représentation d'objets, effectuez des exercices d'imagination avec différents animaux, ensuite avec des hommes, en vous représentant au début des visages de connaissances, d'amis, puis de personnes inconnues et d'autres races. Ensuite vous étendez votre travail d'imagination au corps entier. Si vous pouvez vous représenter à la surface du miroir un homme soit connu ou étranger, de sexe masculin ou féminin, passez à des représentations de maisons, de paysages, de localités, etc., jusqu'à ce que vous réussissiez avec une aisance extraordinaire. Vous êtes alors préparé magiquement à exercer la vraie magie des miroirs. Cet exercice préliminaire est très important, car les yeux mentaux, astraux et physiques doivent d'abord s'habituer, par les exercices d'imagination, à saisir la dimension des images et leur clarté. Autrement on ne verrait que des caricatures. Mais en effectuant cet exercice préliminaire, ne permettez en aucun cas que diverses images se manifestent d'elles-mêmes dans le miroir, ce qui pourrait arriver facilement à des personnes douées pour la voyance.
que l'on écarte par conséquent énergiquement toutes les images qui apparaissent d'elles-mêmes à la surface du miroir, aussi belles et fantastiques qu'elles puissent être, car tout ce qu'on pourrait voir involontairement sont des hallucinations, des reflets de pensée provenant du subconscient, qui se montrent volontiers pour tromper le mage et le gêner dans son travail. On remarquera que cet exercice préliminaire est d'autant plus aisé que le miroir est grand. La charge du miroir magique. La prochaine tâche du mage consiste à se familiariser avec la charge des miroirs. Il doit pouvoir projeter avec facilité à l'aide de l'imagination, par lui-même ou directement de l'univers, la force désirée sur toute surface de miroir, l'y presser et la redissoudre par l'imagination dans la source originelle. Voici les charges à effectuer. 1. Avec tous les éléments à tour de rôle. 2. Avec l'akasha. 3. Avec la lumière. 4. Avec le fluide électrique. 5. Avec le fluide magnétique. Le mage a-t-il acquis par ces exercices une certaine facilité dans la charge du miroir, il a atteint la maturité pour d'autres expériences avec le miroir, pour lesquelles j'indique quelques exemples, ainsi que les méthodes. Le miroir magique comme porte d'entrée de toutes les zones désirées. Pour cette expérience, veillez à ne pas être dérangé par votre entourage. Asseyez-vous commodément devant votre miroir et chargez sa surface avec le principe akasha que vous absorbez par la respiration pulmonaire et cutanée de l'univers dans votre corps. La charge du miroir avec akasha personnel peut s'effectuer soit par les mains ou directement par le plexus solaire. Oubliez ensuite votre corps et ne pensez que comme esprit qui peut prendre toute forme et toute dimension. À présent, pensez que votre esprit est si rapetissé qu'il peut passer à travers le miroir. Si, à l'aide de l'imagination, vous passez à travers le miroir, vous vous trouverez sur le plan astral. Tenez-vous là tout à fait consciemment, regardez un moment autour de vous sans perdre conscience ou même vous endormir. Retournez ensuite par le miroir et rentrez dans votre corps. Au début, vous ne serez entouré sur le plan astral que d'obscurité. Par la répétition fréquente vous apercevrez de la lumière. Le sentiment de la liberté, du détachement, de l'infini, de l'intemporalité vous submergera. Vous vous trouvez sur le plan astral qui est appelé habituellement au-delà. En exerçant fréquemment, vous rencontrerez des morts et d'autres esprits du plan astral. Si vous avez le désir de voir n'importe quel mort, vous serez à l'instant même en rapport avec lui. Par de fréquentes visites dans la sphère astrale vous apprendrez à connaître toutes les lois qui y sont valables, ainsi que la place que vous devez y prendre un jour, après la mort de votre corps physique. La peur de la mort est ainsi supprimée une fois pour toutes. Si vous vous concentrez de la zone astrale dans une sphère supérieure, alors vous ressentirez bientôt des vibrations plus subtiles, une sensation de légèreté particulière, état éthéré, vous environnera, et vous pourrez entrer en contact avec des entités des sphères supérieures. Des connaissances et des expériences vous seront octroyées qu'aucun mortel ne peut donner. Vous retournez toujours dans votre corps avec des vibrations spirituelles d'espèce supérieure qu'on ne saurait décrire. Quelles sont les sphères spirituelles que vous pouvez visiter? Cela dépend de la maîtrise des éléments et de la pureté spirituelle et astrale, ennoblissement du caractère. L'acquisition des connaissances supérieures n'est pas limitée. Y avez-vous recueilli vos expériences, vous pouvez aussi entrer en relation de la même manière avec de hauts esprits lumineux. Toutefois, pour cela, le miroir n'est pas à charger d'akasha, mais avec de la lumière concentrée semblable à un soleil. Il est hors de doute que, selon cette méthode, vous pouvez aussi visiter par le miroir des sphères plus basses, par exemple, celles des éléments et leurs esprits. Mais vous devez alors charger le miroir avec l'élément dont vous voulez visiter la zone. Lors du passage par le miroir, il faut aussi prendre la forme de la zone concernée. Voulez-vous visiter le royaume des gnomes, alors non seulement le miroir est à charger avec l'élémentaire, mais votre propre esprit doit se transposer à l'aide de l'imagination dans la forme d'un gnome et se remplir totalement d'élémentaire. Il en est de même des esprits de l'air, autrement dit des fées, des esprits de l'eau ou ondines et des esprits du feu, des salamandres.
Ici aussi, les expériences acquises sont si riches et merveilleuses que l'on pourrait écrire des volumes entiers à ce sujet. Je décris en détail dans mon deuxième ouvrage intitulé « La pratique de l'évocation magique », comment les esprits des différents éléments sont attirés sur la Terre et à employer pour divers services. Le miroir magique comme moyen de liaison entre des personnes vivantes et décédées. Voulez-vous influencer à l'aide du miroir un ami, une connaissance ou n'importe quelle autre personne, par exemple, lui ordonner de vous écrire ou de vous rendre visite? Procédez comme suit, vous chargez la surface du miroir d'Akasha et vous méditez que l'Akasha est partout, entre vous, le miroir et votre ami, qu'il n'y a donc ni temps, ni espace. Vous maintenez cette sensation par la méditation et vous désirez voir aussitôt votre ami dans le miroir. Immédiatement après, vous apercevrez, vous verrez la personne concernée comme dans un panorama, ce à quoi elle est occupée et vous remarquerez son entourage immédiat. Vous aurez simultanément l'impression d'être personnellement à côté de la personne désirée. L'entourage vous est-il connu? Vous pouvez aussitôt après vous convaincre par le déplacement mental de la véracité de ce que vous avez vu dans le miroir. Le mage a-t-il exercé correctement, formé ses sens astraux? Alors ses expériences lors des exercices avec le miroir s'accorderont avec celles faites lors des voyages mentaux et elles correspondront aux faits. S'il n'en est pas ainsi, l'expérience doit être répétée jusqu'à ce que vous ayez l'intime conviction que ce que vous avez vu coïncide avec la réalité, ce qui peut être découvert sans façon par d'autres contrôles personnels. Voyez-vous, par exemple, que la personne concernée dort, attirez alors l'esprit, c'est-à-dire le corps mental, au moyen de l'imagination dans votre miroir et condensez-le si fortement par la volonté comme si la personne était physiquement devant vous. Cela vous a-t-il réussi? Donnez-lui l'ordre désiré. Employez pour ceci, comme pour l'autosuggestion, le présent et l'impératif, car le subconscient de la personne concernée pourrait éventuellement y résister. Mais aucun véritable mage ne s'abaissera à donner des ordres mauvais, le principe Akasha se vengerait lourdement. En outre, il est possible par la magie du miroir d'amener le contact astral avec un autre mage de même formation, et ce que le mage dit alors dans le miroir est entendu de l'autre mage, aussi éloigné soit-il, parfois même si bien, qu'une personne très sensible, justement présente, pourrait entendre distinctement les mots exprimés à distance. Les personnes décédées sont appelées de cette manière à se manifester dans le miroir, à cet effet on se concentre dans l'Akasha et on se représente la personne où on pense intensivement qu'elle doit apparaître. Appelle-t-on un mort que l'on n'a pas connu, on se concentre sur un point de repère quelconque dans le temps où la personne vécut, et on appelle ensuite le nom dans l'Akasha et on attend l'apparition de l'esprit du mort en persévérant dans sa méditation. En très peu de temps, il apparaîtra dans le miroir et le mage peut alors exprimer ses désirs. Au début, il pourra avoir commerce avec la personne décédée en une pensée audible, plus tard verbalement, s'il le désire. En outre, le mage a aussi la possibilité de faire sortir du miroir l'apparition de la personne décédée et de la condenser si fortement par l'élémentaire qu'elle pourra être rendue visible même à un homme que n'est pas exercé. Jusqu'à quel degré on peut se spécialiser dans de tels travaux, cela dépend de chacun. D'autres esprits peuvent encore être appelés et condensés, toutefois, à ce sujet, on trouvera plus de détails dans mon prochain ouvrage, La pratique de l'évocation magique, car des instructions précises doivent encore être observées. Le miroir magique comme instrument pour l'établissement du contact avec des forces, des entités, etc. Je décris en détail cette méthode dans mon ouvrage, La pratique de l'évocation magique. Je ne ferai remarquer ici que ceci, lorsque le mage charge son miroir d'Akasha et attire sur la surface au moyen de l'imagination avec l'élément correspondant de l'esprit son signe, son caractère ou son sceau et qu'il prononce son nom conformément à l'analogie des lois universelles, il peut entrer en relation plus étroite avec l'esprit désiré. Le contact permet au mage d'obtenir de l'esprit tout ce qui correspond à sa particularité. Cela est évidemment aussi valable pour les autres esprits et les autres forces. Le miroir magique comme instrument d'influence sur soi-même ou sur d'autres personnes. Tout miroir magique peut servir comme instrument de choix pour l'influence de soi, mais particulièrement un miroir magique pourvu d'un condensateur fluidique.
Sous ce rapport, il y a encore tant de possibilités d'emploi, qu'il est impossible de les énumérer toutes ici. Je ne puis indiquer ici que quelques exemples pratiques. Vous absorbez de la mer de lumière universelle, au moyen de l'imagination ou de la respiration pulmonaire et cutanée, de la lumière dans votre corps, jusqu'à ce que vous vous sentiez comme un soleil incandescent. Imprégnez la lumière par une concentration de désir, par exemple, que la lumière, c'est-à-dire son rayonnement, vous octroie de l'intuition, de l'inspiration ou une autre faculté souhaitable ou qu'elle vous fasse reconnaître une vérité. À présent, faites écouler la lumière sur la surface du miroir par les mains au moyen de l'imagination et pressez-la jusqu'à ce que la dernière petite étincelle de lumière soit passée de votre corps dans le miroir. Vous faites de la lumière pressée une boule incandescente ou un soleil qui envoie un énorme rayonnement intense. Réitérez cette charge plusieurs fois immédiatement l'une après l'autre, jusqu'à ce que vous ayez la certitude que le miroir est chargé si fortement que ces rayons pénètrent fortement le corps, l'âme et l'esprit et y produisent l'influence désirée. Puis fixez, par votre volonté et votre imagination ainsi que par la ferme conviction, cette lumière sur la surface du miroir aussi longtemps que vous en avez besoin et ensuite dissolvez-la. Vous devez être si fortement convaincu de l'action et de l'influence de la lumière que vous n'en doutiez pas un seul instant. C'est justement la ferme conviction qui donne aux rayons de lumière une énorme dynamique qui produit des effets presque physiques. J'ai moi-même, il y a quelques années, chargé si fortement de cette manière un miroir magique concave de verre qu'il éclata en 1000 morceaux et je dus fabriquer dans ce but un miroir de chêne. Vous vous asseyez devant le miroir et vous méditez dans la direction que vous désirez sur la vérité que vous voulez connaître, ou sur le problème que vous aimeriez résoudre. Si, après votre méditation, vous enclenchez le principe Akasha en vous ou si vous vous mettez en transe, vous atteindrez votre but en très peu de temps. En tout cas, ce travail vous occasionnera des surprises agréables, et plus tard, vous pourrez à peine vous passer de cette pratique pour vos méditations. Si on laisse le miroir magique chargé, il est à protéger des regards d'autres personnes. Le mieux est de l'envelopper dans de la soie, puisqu'elle est, comme on sait, un bon isolant. Vous pouvez aussi diriger les rayons du miroir sur votre lit et le laisser agir toute la nuit, afin d'influencer le subconscient dans le but recherché également pendant la nuit. Vos autosuggestions ne font qu'augmenter encore l'action et amènent un résultat plus rapide. Il est évident que de cette façon, non seulement vous éveillez et portez à un plus haut développement vos connaissances et vos facultés, mais que vous influencez aussi votre âme et votre esprit dans le sens souhaité. Si vous n'avez plus besoin de l'influence du miroir ou si un autre travail exige une autre charge, par exemple, des rayonnements de l'Akasha ou des éléments, des fluides électriques ou magnétiques, la première charge est à supprimer en sens inverse par l'imagination, c'est-à-dire qu'il faut redissoudre la lumière dans l'univers. On peut aussi exposer aux rayonnements et influencer d'autres personnes, mais alors la charge désirée est à diriger au moyen de l'imagination sur la surface du miroir non par son propre corps, mais directement de l'univers. Toutes les expériences possibles, comme l'hypnose, les états médias, le sommeil magnétique, peuvent être réalisées par cet instrument, ce que le mage intuitif trouvera compréhensible et il organisera sa pratique conformément à cela. Le miroir magique comme radiateur pour les imprégnations d'espace et les traitements des maladies. Une pratique semblable est l'imprégnation d'un espace à l'aide d'un miroir magique. Vous chargez votre miroir du fluide correspondant à votre désir, comme la lumière, le biomagnétisme, l'Akasha, et vous le pressez directement de l'univers au moyen de l'imagination si fortement que le rayonnement se répande dans tout l'espace que vous désirez imprégner. Durant la pression déjà, vous fixez un terme à l'action. Ainsi vous pouvez aussi irradier, si c'est nécessaire, tout l'espace dans lequel vous vous tenez, des jours ou même des mois durant, pour vos desseins, comme, par exemple, le succès, la santé, l'inspiration, la paix. Vous pouvez aussi, en cas de nécessité, augmenter la charge en condensant le dynamite par une répétition fréquente. Logiquement, des maladies peuvent aussi être guéries, si le miroir est chargé convenablement. On peut aussi placer des personnes malades devant le miroir et elles se sentent déjà mieux après quelques minutes, suivant la tension de la force chargée dans le miroir.
Le miroir magique comme émetteur et récepteur. Le miroir trouve aussi dans ses buts une utilisation fabuleuse, et en effet, des expériences d'animation d'images ou des transmissions de son peuvent être effectuées. De même qu'en radiodiffusion il y a un émetteur et un récepteur, ainsi notre miroir peut être utilisé en ce sens. Je donne ici brièvement 2 pratiques que le mage qui m'a suivi pas à pas jusqu'ici accomplira sans peine. La première pratique décrit l'animation réciproque d'images ou de pensées entre 2 mages de même formation. Cela peut se faire à n'importe quelle distance. Qu'il s'agisse de 10 ou de 100 km, cela ne joue aucun rôle pour nos expériences. La possibilité de communiquer est multiple, à savoir par la pensée, les images, les lettres, les mots et les sensations. La pratique est toujours la même, et on travaille toujours avec le même principe, l'akasha. Enfin suit la description du miroir comme émetteur, sans que la personne influencée sache qu'on a communiqué. Au début, le mage fera bien d'acquérir une certaine pratique avec un partenaire se trouvant au même degré de formation ou du moins maîtrisant bien le principe akasha. Convenez avec votre partenaire du temps exact de l'émission et de la réception. Les 2 peuvent se produire simultanément. Tout d'abord, la pratique de l'envoyeur, celui-ci charge le miroir sur tout d'akasha et se met en transe par principe akasha. Il élimine par l'imagination les concepts d'espace et de temps entre lui et le destinataire, de sorte qu'il a le sentiment d'être lui-même près de son ami. Ce sentiment se manifeste plus tard tout à fait automatiquement comme nous le savons déjà par l'expérience et les précédents exercices. Premièrement, on essaie de transmettre des figures tout à fait simples, par exemple, un triangle ou un cercle, avec le désir que le partenaire qui reçoit puisse les voir dans son miroir. Le destinataire n'a rien d'autre à faire qu'à charger également son miroir d'akasha avant l'émission, de se mettre en transe par le principe akasha et puis de se disposer à reconnaître distinctement dans le miroir ce que le partenaire y envoie. Si les 2 mages ont la même formation, l'image que le partenaire projette dans le miroir sera aperçue clairement du partenaire qui reçoit. Le temps de l'émission et de la réception est-il écoulé, on échange les rôles, c'est-à-dire qu'on devient soi-même le destinataire et qu'on répète cette expérience télépathique en sens inverse. C'est toujours bénéfique que le mage s'exerce régulièrement aussi bien à émettre qu'à recevoir. Que personne ne se laisse décourager par les échecs du début et que l'on continue à exercer patiemment, après quelques essais, le succès se manifestera très certainement. Peut-on recevoir des images simples, on intensifie l'exercice en choisissant des images plus compliquées, plus tard des images de personnes vivantes, de localités et de paysages, comme nous avons procédé aux premiers exercices préparatoires concernant la représentation dans le miroir. Est-on versé en cela, on se met à transmettre seulement des pensées sans représentation, donc que des pensées saisies par l'intellect. A-t-on recueilli des expériences concernant l'émission et la réception, on essaie d'écrire au moyen de l'imagination des mots brefs dans son miroir que le destinataire peut lire dans le sien. Aux mots succèdent les phrases, et enfin on parvient à transmettre par écrit d'un miroir à l'autre des messages entiers. La faculté optique de transmission est-elle acquise? C'est au tour de l'acoustique, que l'on obtient en prononçant au début un ou 2 mots dans le miroir, avec le désir que le destinataire puisse les entendre. Le destinataire demeure de nouveau en transe au temps convenu et attend le message acoustique. Au début, celui-ci lui apparaîtra comme une pensée audible, mais il entendra de plus en plus distinctement d'un exercice à l'autre, aussi distinctement qu'au téléphone. Plus tard, après de nombreux exercices, ce sera aussi distinct que si le mot envoyé était parlé directement à l'oreille. Est un accoutumé à envoyer et à recevoir des mots brefs, des phrases brèves peuvent être envoyées et reçues, jusqu'à ce que l'on soit arrivé par des exercices continuels à pouvoir envoyer et recevoir des messages et des nouvelles entières. En Orient, beaucoup d'initiés se servent de ce procédé pour se faire parvenir réciproquement des messages. En Orient, cette faculté est appelée les messages par l'air. Cela est à comprendre symboliquement, car, en réalité, cela est effectué par le principe akasha. Que des sentiments de toutes sortes puissent ensuite être aussi transmis entre l'envoyeur et le destinataire est logique et ne demande aucune définition.
Le mage maîtrise-t-il la faculté d'envoyer à des partenaires de même formation et de recevoir d'eux, il est aussi en mesure d'intercepter des conversations ou des transmissions d'images qui se déroulent entre d'autres mages, comme c'est le cas avec la radio et, en terminologie magique, cela se nomme aussi écoute clandestine. Si après, je décris le miroir magique en tant qu'émetteur servant à transmettre des pensées, des mots et des images à des personnes qui ne sont pas formées à la magie, qui n'ont pas la moindre idée que l'on peut émettre quelque chose par ce procédé et éventuellement les influencer. Dans ce cas, le mage n'a besoin que de projeter dans le miroir chargé d'Akasha son intention avec l'ordre que ceci ou cela soit transmis à telle ou telle personne. Use-t-il du principe Akasha envers la personne non préparée, celle-ci enregistre le message suivant ses dons. Aussi longtemps que l'on ne possède pas en ce domaine une pratique suffisante, le message, au début, se manifestera de telle façon qu'à la minute donnée, la personne influencée s'agitera et devra penser beaucoup à l'envoyeur, dans ce cas au mage. Plus tard, le destinataire aura le sentiment que le message est sa propre pensée, étant donné qu'il ne peut distinguer s'il a été envoyé ou s'il provient de son propre intérieur. Mais si le mage est intéressé et s'il se spécialise particulièrement dans ce genre de transmission, il peut inspirer à la personne concernée le sentiment que les pensées ou les nouvelles viennent directement de lui. Cette pratique se manifeste sur la personne concernée soit immédiatement ou au cours de la transmission. Le mage peut aussi effectuer par le miroir une transmission qui doit se manifester ultérieurement ou qui ne sera reçue du destinataire que lorsqu'il en est susceptible. Habituellement, le moment arrive quand la personne en question n'est pas dérangée, retenue ou distraite par des influences extérieures et quand elle est réceptive à ce qui a été émis, par exemple, avant d'aller se coucher ou le matin au lever. Dans ces cas-là, le mage concentre dans le miroir la pensée, le désir, la nouvelle avec l'ordre que ce qu'il a l'intention de transmettre à la personne ne soit reçu d'elle que lorsque la réceptivité requise se manifeste. Aussi longtemps que la nouvelle n'a pas été reçue, elle opère continuellement et demeure fixée à la surface du miroir. La nouvelle a-t-elle été envoyée, de sorte que le miroir a accompli sa tâche et la pensée ou la nouvelle a été reçue de la personne à influencer, la surface du miroir est de nouveau parfaitement pure. Le mage peut vaquer à ses autres obligations, sans qu'il ait besoin de se soucier encore de son émission, et le miroir opère automatiquement jusqu'à ce que la pensée ou la nouvelle ait été réellement reçue.